Et donc, on va pouvoir commencer tranquillement cette présentation-là. Donc, le sujet de ce soir porte sur la diète cétogène et la performance dans les sports d'endurance. Donc, c'est un sujet qui est quand même là, assez à la mode, si on peut dire. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à cette diète-là présentement. Donc, ce qu'on va faire ce soir, c'est vraiment d'essayer de faire le point plus pour les sportifs dans les sports d'endurance. Qu'est-ce que ça pourrait être comme intérêt ou quelles seraient là, les limites de cette diète. Donc, juste vous donner un peu là, les lignes directrices et qu'est-ce qu'il y en est vraiment au niveau scientifique aussi. Donc, on va y aller avec une présentation ici. Donc, j'imagine que vous voyez en partage d'écran la présentation. Donc, comme je vous disais, on va parler de la diète cétogène. Et pour commencer, qu'est-ce que c'est la diète cétogène pour ceux qui ne sont peut-être pas encore tout à fait familiers avec ce modèle alimentaire-là? Une diète cétogène, ou ce qu'on appelle aussi parfois une diète faible en glucides, c'est vraiment une diète qui va être basée sur un apport énergétique prédominant qui provient des matières grasses, donc des lipides. Donc, généralement, on va parler d'un apport de 70 à 80 de l'apport énergétique qui provient des graisses, un apport modéré en protéines. Donc, il n'y a pas vraiment de changement par rapport à une diète normale quant à l'apport en protéines, mais c'est au niveau de l'apport en glucides où on va avoir un apport qui est très, très faible. Donc, les glucides, généralement, on va en retrouver dans l'alimentation au niveau des produits céréaliers, des fruits, des légumes de type racine, donc tout ce qui est les tubercules, et aussi les légumineuses, de même que tous les sucres ajoutés. Donc, dans la diète de type cétogène, c'est des aliments qui sont éliminés du régime pour faire place à un apport en matière grasse qui est beaucoup plus élevé. Donc, cette diète-là, ce n'est pas une nouvelle diète, c'est vraiment une diète qui a été développée au début des années 1920 et le premier objectif, c'était de traiter l'épilepsie chez les jeunes enfants, donc l'épilepsie réfractaire. Et c'est redevenu un petit peu au goût du jour plus récemment dans une optique de gestion de poids, dans une optique aussi de performance dans les sports d'endurance. Donc, on va regarder justement un petit peu plus en détail là, cette optique-là de performance, si c'est réellement fondé et qu'est-ce qu'il y en est par rapport à tout ça. Donc, le régime cétogène, dans le discours populaire qu'on va entendre parfois chez les sportifs, chez les athlètes, eh bien, l'intérêt de ce régime-là est vraiment dû au fait que nos réserves de tissu adipeux, donc nos réserves de lipides, sont généralement beaucoup, beaucoup plus importantes que les réserves de glucides. Donc, les défenseurs de ce régime-là vont prôner le fait que l'adoption d'un régime de type cétogène va permettre au corps de s'adapter à utiliser les lipides comme carburant et ça permet au corps de disposer d'un réservoir énergétique qui est beaucoup plus grand que lorsqu'on carbure aux glucides. Donc, les athlètes qui carburent aux glucides ont des réserves très limitées d'énergie. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'en passant à un régime de type cétogène, le corps s'adapte, devient mieux adapté à utiliser les lipides. Et là, la réserve d'énergie dans le corps, elle est beaucoup plus grande. Donc, on est beaucoup moins limité par nos apports énergétiques à l'effort, par le besoin de consommer des glucides. Donc, ça, c'est un petit peu ce qu'on entend, c'est ce qui motive, entre autres, certaines personnes à aller vers le régime cétogène. Mais avant de vraiment aller voir qu'est-ce qu'il y en est d'un point de vue de la performance et de l'athlète, du sportif, on va juste recommencer à la base par un petit peu de physiologie. Donc, si on regarde à la base les réserves énergétiques, effectivement, on a deux réservoirs énergétiques dans le corps humain. On va avoir nos réserves de glucides qui vont être entreposées essentiellement sous forme de glycogène et on va avoir des réserves de lipides. Donc, si on prend un exemple avec un homme d'environ 70 kg, qu'on regarde ses réserves de glucides, ses réserves de glycogène, on va voir qu'au niveau hépatique, donc dans le foie, on a une réserve d'environ 110 grammes de glucides. Et au niveau musculaire, on va parler d'un 400 grammes environ de glucides. On peut augmenter la réserve de glycogène musculaire par le biais d'une surcharge en glycogène. Mais donc, généralement, on va parler d'environ 2000 calories d'entreposées sous forme
de réserve de glucides dans le corps. Si on regarde au niveau du réservoir des lipides, bien les réserves, même pour un individu qui est en bonne forme physique, qui est plutôt mince, va avoir là, tout de même des réserves de lipides qui sont très, très importantes, donc autant au niveau intramusculaire que sous-cutané. On peut parler chez un homme là, de 70 kg encore de réserves qui peuvent avoisiner les 70 000 calories. Donc, pour vous donner une idée, un homme qui va courir un marathon va dépenser généralement autour de 2800 calories. Donc, c'est certain qu'avec uniquement les réserves de glycogène, on n'a pas suffisamment d'énergie. On doit aller puiser dans un apport externe. C'est pour ça qu'on recommande généralement de prendre des gels ou des boissons sportives pendant la course pour venir refaire le plein d'énergie. Et donc, les défenseurs du régime cétogène tiennent pour acquis ou en fait nous disent que nos réserves de lipides étant beaucoup plus importantes, pourraient, si le corps était mieux adapté à les utiliser, devenir une réserve d'énergie beaucoup plus intéressante pour les efforts de longue durée. Par contre, donc, il faut quand même aller considérer l'utilisation de ces sources d'énergie-là à l'effort. Et donc ici, le graphique que vous voyez à l'écran vous présente l'utilisation des deux types de carburants, donc les lipides et les glucides, en fonction de l'intensité de l'effort. Donc, ce que vous voyez sur l'axe des X, là, tout en bas du graphique, c'est donc ici la puissance en watts, mais on pourrait remplacer cette variable-là par l'intensité de l'effort, donc la vitesse de course, par exemple. Et l'intensité de l'exercice va déterminer le carburant principal qui va être utilisé par les muscles. Donc, généralement, au repos, les lipides vont fournir la plus grande part de l'énergie, de même qu'à une intensité très, très basse. Donc, vous voyez, la courbe vert foncé représente l'utilisation des lipides à l'effort. Donc, au début d'une activité physique, les lipides contribuent encore pour une bonne proportion à l'utilisation des réserves énergétiques. Et plus l'intensité va augmenter, plus les glucides vont contribuer de manière importante à la production d'énergie. Vous le voyez d'ailleurs sur le graphique par la courbe en rouge. Donc, on voit très bien que plus l'intensité de l'effort augmente, plus la proportion de glucides utilisés par le corps pour fournir de l'énergie va augmenter. Donc, généralement, l'utilisation maximale des graisses à l'effort va survenir autour de 55 de la VO2 max. C'est la zone verte pâle que vous voyez sur le graphique. Et c'est ce qu'on va appeler aussi la zone fat max. Donc, le moment où l'intensité à laquelle on va oxyder, où on va utiliser le plus de lipides à l'effort. Une fois cette zone-là dépassée, l'utilisation des lipides va décroître de manière importante au profit d'une utilisation plus grande des glucides pour fournir du carburant aux muscles à l'effort. C'est dû à quoi ce phénomène-là, en fait? C'est vraiment dû à l'utilisation de l'oxygène à l'effort. Donc, le corps, lorsqu'on lui propose à la fois des glucides et des lipides dans la diète, va avoir une préférence pour les glucides lorsque l'intensité est élevée en raison du rendement énergétique qui va être produit. Donc, si on regarde ici le rendement énergétique par rapport à la quantité d'oxygène consommée, on va voir que vraiment la production d'énergie va être optimisée à partir des glucides. En fait, on va parler d'énergie quand on parle de la production de l'ATP. L'ATP, c'est une molécule qui va fournir de l'énergie à la cellule et c'est ce qui va être utilisé pendant une activité physique pour justement venir fournir de l'énergie dans nos cellules, dans nos muscles. Donc, tout est une question vraiment de rendement énergétique par rapport à la disponibilité en oxygène. L'oxygène va devenir un facteur limitant durant l'activité physique et le corps va prioriser un carburant qui va être plus économique au niveau de l'utilisation de l'oxygène dans la production d'énergie. Donc, l'ATP va être produit par l'oxydation, soit des acides gras qui proviennent de la circulation sanguine ou qui proviennent des réserves intramusculaires, donc dans les muscles. Et l'ATP va être aussi produite par l'oxydation des glucides ou du glucose qui va être présent dans la circulation sanguine et dans les réserves musculaires sous forme de glycogène. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que pour une molécule d'oxygène,
on va produire avec le glucose 3,1 ATP, alors que pour les lipides, on va produire 2,8 ATP par oxygène. Donc, lorsque l'oxygène devient un facteur limitant, le glucose va devenir le carburant qui est le plus économique pour produire de l'énergie. Et donc, plus l'intensité de l'effort va être élevée, plus le corps, naturellement, va tendre à utiliser les glucides pour optimiser le carburant et aussi l'utilisation de l'oxygène dans le but de produire de l'énergie. Donc ça, c'est une petite leçon, si on veut, de physiologie. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en est si on regarde là, du point de vue du régime cétogène? Donc, dans le cas du régime cétogène, évidemment, tous les glucides sont coupés de l'alimentation. Donc, qu'est-ce qu'il y en est de cette utilisation-là de l'énergie? Alors, au niveau de l'effet physiologique, ce qu'on remarque chez les athlètes qui adoptent un régime cétogène, dans les premiers jours, il va y avoir une diminution, ou en fait une utilisation du glycogène musculaire, si bien qu'après 3 à 7 jours, le corps a épuisé ses réserves de glucides. Et si on poursuit avec une diète cétogène, donc une diète sans apport en glucides, le corps n'a plus accès à de nouvelles sources de glucides, donc va se mettre à produire ce qu'on appelle des corps cétoniques, d'où le nom régime cétogène. Et c'est l'utilisation des corps cétoniques qui va remplacer l'utilisation des glucides pour venir nourrir à la fois le cerveau et les muscles. Donc, à l'effort, ce qu'on va remarquer, c'est un plus grand niveau d'utilisation des lipides comme carburant chez les athlètes qui respectent un régime cétogène. On voit que le corps va développer certaines adaptations aussi pour être en mesure d'utiliser les lipides. Donc, quand on prend des athlètes qui suivent un régime cétogène et qu'on regarde leur capacité à utiliser les lipides comme carburant, on va voir que leur zone fat max, donc vraiment l'utilisation optimale des lipides, plutôt que de se produire autour de 55 de la VO2 max, comme chez un athlète qui a une diète mixte, eh bien, finalement, cette oxydation maximale des lipides-là va se produire autour de 70 de la VO2 max. Donc, jusqu'à 70 de la VO2 max, il y a quand même des adaptations qui peuvent se mettre en place et qui font en sorte que les athlètes qui respectent un régime cétogène parviennent à utiliser de manière quand même optimale les lipides à l'effort. Par contre, ce qu'on remarque dans plusieurs études, c'est vraiment une augmentation de la perception d'effort et aussi une augmentation de la fréquence cardiaque à l'effort, parce qu'on doit amener plus d'oxygène aux muscles pour être capable de produire de l'ATP, donc de l'énergie à partir des lipides. Donc, il y a une augmentation de la fréquence cardiaque à l'effort, comparé à des athlètes qui ont un régime qui contiendrait des glucides. Mais donc, d'un point de vue performance, qu'est-ce qu'il y en est? C'est ce qui nous intéresse. Alors, il y a des études qui ont été faites. Ici, je vous présente, en fait, c'est une belle revue de littérature qui a été publiée en 2015, qui s'est intéressée, en fait, à regarder tous les articles scientifiques qui avaient été publiés jusque-là pour en tirer une conclusion générale. Et qu'est-ce que, finalement, cet article arrive comme conclusion? C'est vraiment de conclure que l'intérêt actuel qui est porté envers la diète cétogène dans les sports d'endurance relève davantage peut-être plus de témoignages ou de certaines revendications très enthousiastes de la part de certains défenseurs ou certains athlètes, plutôt que d'évidences scientifiques qui sont vraiment bien solides, bien construites. Donc, on voit quand même que l'adaptation à une diète cétogène entraîne chez les athlètes une capacité du muscle à utiliser les lipides. Donc, on voit qu'il y a des adaptations qui se développent pour que le corps soit capable d'utiliser les lipides comme carburant à l'effort. Par contre, il n'y a aucune preuve scientifique qui permet de conclure qu'il y a un réel avantage sur la performance. Et ce qu'on voit, c'est aussi que dans les études où on documente les performances à intensité plus élevée, il y a une altération de la performance. Donc, ça, c'est une étude qui est publiée en 2015. Vous allez me dire, ça fait quand même déjà 5 ans. Donc, j'ai regardé aussi qu'est-ce qui avait été publié depuis cette revue de littérature-là. Il y a eu d'autres études qui se sont intéressées à la diète cétogène dans différents contextes. Donc, une première étude publiée en Australie par Louise Burke et ses collègues qui s'est intéressée à l'adoption d'une diète cétogène chez des marcheurs. Des marcheurs qui se préparaient pour les Jeux olympiques de Rio
Et donc, ils ont nourri pendant 3 semaines les athlètes, soit avec des diètes riches en glucides ou avec une diète cétogène. Et ils ont fait des tests de performance avant et après. Et ils ont vu finalement que comparativement à une diète qui était riche en glucides, la diète cétogène nuisait à la performance, nuisait aussi au niveau de l'économie d'énergie chez les athlètes. 3 semaines, c'est peut-être pas très long. On a par contre des études qui sont intéressées au respect d'une diète cétogène de manière un petit peu plus longue dans le temps. Une autre étude publiée en 2017, cette fois-là chez seulement 5 athlètes, mais tout de même après 10 semaines de régime. Et on a fait un test cette fois-ci sur vélo. Donc, c'était un test où on demandait aux athlètes de pédaler et on augmentait finalement là, le nombre de wattage. Donc, à tous les 3 minutes, on augmentait de 30 watts. On partait à 30 watts et à chaque 3 minutes, on augmentait de 30 watts et on demandait de pédaler jusqu'à épuisement. Et on avait un test avant et après les 10 semaines ici là, de diète. Et ce qu'on a vu encore dans cette étude-là, c'est des effets négatifs de la diète chez les athlètes qui avaient respecté le régime cétogène. Par contre, on rapportait tout de même une perte de poids beaucoup plus importante chez les athlètes qui respectaient le régime cétogène. Donc, c'était une perte de poids d'environ 7 kg sur 10 semaines dans ce cas-ci. Autre étude aussi qui s'est intéressée cette fois-là à des athlètes sur une période de 12 semaines avec 20 athlètes, donc quand même un groupe intéressant, et qui a documenté la performance sur une course virtuelle de 100 km. Donc ici, il n'y a pas eu de différence entre le groupe qui consommait une diète cétogène et le groupe qui consommait une diète qui était riche en glucides. Donc, au niveau de la performance dans un effort de ce type-là de très longue durée, la performance n'a pas nécessairement été affectée. Encore là, on a vu une perte de poids plus grande dans le groupe cétogène, ce qui a influencé quand même positivement le ratio poids-puissance, mais qui était vraiment dû à la perte de poids et non à l'effet comme tel de la diète. Une dernière étude plus récente, donc, qui est parue en 2019, l'automne dernier, c'est une étude de cas. Évidemment, on ne peut pas généraliser une étude de cas vu que ça touche uniquement un athlète, mais c'est quand même intéressant de voir ici les résultats parce qu'on a suivi un athlète sur 32 semaines. Donc, c'est un athlète de haut niveau en triathlon longue distance qui était végétarien et qui a décidé de passer d'un modèle alimentaire très riche en glucides à une diète de type cétogène. Et ce qu'on a vu chez cet athlète-là, c'est vraiment une diminution de ses performances, encore là, avec le régime cétogène. Donc, pire performance à vie sur demi-Ironman après 21 semaines de régime. Deuxième pire performance à vie sur son Ironman après 24 semaines du régime. Et le troisième Ironman, ou la troisième course qu'il faisait, qui était un Ironman, après 32 semaines de régime, il a malheureusement dû abandonner. On rapporte aussi beaucoup finalement de limitation ou de difficultés au niveau psychologique. Donc, le bien-être psychologique a été affecté par cette diète-là. Et l'athlète, après 5 semaines de retour à son alimentation habituelle, riche en glucides, a vraiment regagné par la suite son niveau de performance. Donc, on voit quand même dans la littérature actuellement que la plupart des études ne réussissent pas à démontrer l'effet bénéfique de la diète cétogène chez des athlètes qui performent dans les sports d'endurance ou d'ultra-endurance. Et ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que les lipides sont un carburant de très basse intensité. Et dès qu'il y a une intensité qui nécessite là, un petit peu plus de puissance ou une intensité un peu plus élevée, les glucides deviennent quand même le carburant principal pour les muscles. Alors, les athlètes qui veulent performer, qui veulent vraiment avoir une intensité un petit peu plus élevée dans un effort physique, vont avoir besoin de glucides là, pour soutenir l'effort. On sait tout de même qu'il y a une amélioration de l'utilisation des graisses avec le respect d'une diète de type cétogène, mais à ce jour, comme je disais, au niveau de la performance, il n'y a pas d'évidence comme telle qui nous prouve que ce régime-là peut être bénéfique. Ce qui entraîne peut-être certaines confusions. Si vous avez peut-être déjà suivi certains athlètes, vous voyez qu'il y a des athlètes de sport d'endurance qui
parfois publient des photos ou des images qui peuvent laisser croire ou qui peuvent défendre le régime cétogène. Certains athlètes de sport d'ultra-endurance, effectivement, ont suivi des régimes cétogènes avec, semble-t-il, peut-être certains effets bénéfiques sur la performance. Dans d'autres cas, je dirais que c'est peut-être plus une confusion médiatique aussi. Je prends l'exemple ici, Chris Froome, lors du Tour de France en 2016, qui publie cette photo-là, un assiette vraiment de type régime cétogène. Alors, les médias s'emballent, reprennent le fait que cet athlète-là, pour performer sur le Tour de France, respecte un régime cétogène. Et lui de répondre quelques mois plus tard, peut-être que certaines images que j'ai publiées ont confondu les gens, mais je crois plus en la périodisation des glucides que finalement, il faut aller vers du riche, apport modéré ou apport faible en glucides selon les demandes. Donc, ce concept de périodisation-là est beaucoup utilisé par les athlètes de sport d'endurance et d'ultra-endurance et est une alternative, selon moi, qui est beaucoup plus intéressante que l'utilisation d'un régime de type cétogène pour les athlètes. Donc, quand on parle de périodisation, en fait, c'est vraiment de venir chercher une périodisation de l'apport en glucides où on veut adapter les moments où les glucides sont consommés dans le but de commencer ou de faire certains entraînements dans un contexte de déficit en glucides. Donc, pour cela, par exemple, la méthode qui est la plus souvent proposée, c'est de réaliser un premier entraînement en fin de journée dans un contexte où on aurait mangé des glucides avant l'entraînement. Donc, on arrive à l'entraînement avec des bonnes réserves de glycogène. On fait un entraînement qui est long, qui est intense, dans le but d'épuiser nos réserves de glycogène. Et par la suite, on ne va pas consommer de glucides. Donc, on va s'abstenir de manger des glucides. On peut aller chercher des graisses, des protéines. Et on va se coucher et on va réaliser un second entraînement le lendemain matin, généralement à jeun. Et dans ce second entraînement-là, on va aller vers un effort qui est plus en endurance, à basse intensité. Et cet entraînement-là est réalisé dans un contexte où on stimule l'utilisation des lipides. Et finalement, cette périodisation-là va aussi entraîner au niveau musculaire certaines adaptations qui peuvent favoriser l'utilisation des graisses à l'effort sans nécessairement couper ou restreindre de manière importante les glucides. Donc, on va venir mettre des glucides lorsque c'est opportun, lorsque certains entraînements le requièrent. Et pour les entraînements peut-être plus légers ou les entraînements moins intenses, de longue durée, on va à ce moment-là pouvoir restreindre l'apport en glucides de manière cyclique. Donc, dans un calendrier, on peut représenter ici, par exemple, les repas avec les feux de circulation. Et vous voyez la deuxième colonne ici serait là, les apports en glucides pendant l'entraînement. Donc, vous avez le avant, le après l'entraînement aussi. Et donc, on voit une journée où l'entraînement serait, par exemple, très, très intensif. Puis on veut aller chercher avant, pendant et après des apports élevés en glucides. Alors que le lendemain, si on a un entraînement plus long, à basse intensité, on va pouvoir restreindre les apports en glucides la veille au soir, le matin avant l'entraînement et même pendant l'entraînement, dans le but de créer certaines adaptations ciblées à ce moment, à cet entraînement-là. Et on peut remettre des glucides par la suite de manière cyclique pour préparer, par exemple, un prochain entraînement le lendemain qui serait plus intense. Donc, c'est une manière alternative de peut-être venir tirer profit de certains entraînements faits dans un contexte où les réserves sont abaissées en glycogène, sans aller vers le modèle cétogène, mais qui permet de tirer avantage à la fois des glucides et à la fois de l'utilisation des lipides dans certains entraînements, sans amener non plus trop de restrictions. Et c'est le modèle qui est beaucoup plus préconisé actuellement chez plusieurs athlètes de sport d'endurance. Donc, petit résumé pour terminer. Ensuite, on pourra passer à quelques questions. Actuellement, les preuves scientifiques qui sont publiées au niveau de la diète cétogène ne permettent pas de démontrer que c'est une diète qui est favorable à la performance. On voit même que ça va davantage nuire à la haute intensité. Par contre, pour tout ce qui est des efforts en bas de 70 de la VO2 max, c'est quand même possible de penser que l'effet sur la performance va être plus modéré ou qu'il n'y aurait peut-être pas nécessairement d'effet délétère.
mais assurément, il n'y aurait pas nécessairement de gain sur la performance. Par contre, un athlète bien adapté, bien entraîné dans un contexte cétogène pourrait performer à une intensité plus basse, donc en bas du 70% de la VO2 max. Donc, moi, ce que je recommande, en fait, pour les athlètes qui sont peut-être intéressés par ce modèle alimentaire-là, c'est peut-être de l'utiliser de manière cyclique dans leur année là, de préparation physique, donc davantage en période de hors-saison. Peut-être lorsque l'objectif est d'aller chercher une composition corporelle ou de perdre un petit peu de poids. Ça peut être un moyen intéressant. De l'utiliser aussi peut-être en début de saison, lorsque l'objectif, c'est vraiment plus de travailler au niveau de l'endurance fondamentale dans l'entraînement. Et lorsqu'on vient mettre des entraînements un petit peu plus intenses ou lorsqu'on arrive en période de compétition, d'aller vraiment réintroduire les glucides va être plus bénéfique pour la performance. Dans un contexte de compétition, en fait, ce modèle-là pourrait être adapté pour les athlètes vraiment de sport d'ultra-endurance qui ne visent pas nécessairement la performance. Là, oui, les athlètes pourraient assurément compléter une épreuve d'ultra-endurance avec un régime de type cétogène. Et on voit aussi dans certains cas les athlètes qui ont beaucoup de troubles gastro-intestinaux liés à la consommation de glucides à l'effort qui, des fois, tendent à aller vers ce régime-là. Donc, c'est peut-être là à investiguer dans ces contextes-là. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut essayer de faire pour permettre de mieux tolérer aussi les glucides à l'effort qui méritent la peine d'être essayés là, avant de passer au régime de type cétogène. Donc, j'espère que vous avez appris là, certaines choses intéressantes durant cette courte présentation. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous inviter aussi à poser vos questions via notamment des commentaires là, qui peuvent être listés ici dans la conversation. Donc, je vais juste arrêter le partage d'écran. Et donc, si certaines personnes ont des commentaires ou des questions à poser, vous pouvez là, vraiment les indiquer dans les commentaires de la conversation ici du groupe. Donc, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Donc, je vois que c'est peut-être tranquille du côté des questions. Alors, juste aussi peut-être pour vous laisser savoir, donc au niveau du régime cétogène, quand même, si vous décidez d'aller vers ce type d'alimentation-là, prenez le temps de vous informer et de vraiment rencontrer des professionnels qui peuvent vous guider, vous aider avec cette diète-là. Une question ici, est-ce que ça se pourrait que les athlètes n'étaient tout simplement pas adaptés lors de leur performance? Bonne question. En fait, le régime cétogène, avant là, que le corps s'adapte et se mette à produire des corps cétoniques, ça va prendre de 3 à 7 jours. Donc là, après un délai d'une semaine environ, le corps va se mettre à produire des corps cétoniques. Donc, il y a une adaptation déjà qui se crée au régime cétogène. Au niveau de l'adaptation pour la performance, généralement, on va attendre encore quelques semaines. Après 3 semaines, on va considérer tout de même que les adaptations peuvent déjà être en place. L'étude de cas que je vous ai présentée était quand même sur un 32 semaines. On a d'autres études qui sont sur des délais de 12 semaines. Donc, on peut quand même penser qu'à partir de ces moments-là, il y a des adaptations physiologiques qui sont mises en place. Et donc, il n'y aurait pas nécessairement plus de gains là, à poursuivre le régime cétogène 1 an ou 2 pour optimiser la performance. Autre question, est-ce qu'il y a des données scientifiques concernant l'effet gastro-intestinal de cette diète? Pas beaucoup de données scientifiques sur cela, bien qu'il y a beaucoup de témoignages d'athlètes qui rapportent des effets positifs. Une des études que je vous ai présentées, qui a été publiée en 2017, avait quand même questionné les athlètes qui avaient participé là, à l'épreuve sur vélo. Et donc, bien qu'il n'y avait pas eu nécessairement d'amélioration de la performance, qu'il y avait plutôt eu une perte au niveau de la performance, ce qu'on voyait dans ce que les athlètes rapportaient, c'était quand même certains effets bénéfiques au niveau du bien-être. Donc, au niveau des ballonnements, au niveau
des gaz aussi. Les athlètes rapportaient moins de gaz et de ballonnement avec la diète de type cétogène. Par contre, c'est la seule étude là, qui me vient en tête qui a vraiment analysé davantage l'effet gastro-intestinal. Mais sinon, donc, on peut en fait quand même conclure par rapport à ça que oui, les glucides, dans certains cas, il y a certains glucides qui sont peut-être un petit peu plus gazogènes. Et d'ailleurs, il y a aussi là, des modèles alimentaires qui sont proposés pour les athlètes qui ont davantage de sensibilité digestive, notamment la diète FODMAP qui peut venir aider. Donc, je vous invite aussi à aller lire mon article de blog sur la clinique du coureur à propos de ça. Sinon, est-ce que la super présentation est enregistrée? Oui, elle est enregistrée. Elle sera publiée sur Facebook, donc vous pourrez la partager. Est-ce que finalement quelqu'un d'habitué à la diète cétogène, est-ce qu'il y aurait un risque de réintroduire les glucides en grande quantité lors d'une compétition? Mais en fait, excellente question. En fait, ce qui se passe lorsqu'on met en place une diète cétogène, le corps va perdre ses adaptations à utiliser les glucides à l'effort. Donc, ce qu'on voit, finalement, c'est quelqu'un qui respecte une diète cétogène et qui réintroduit les glucides lors d'une compétition, qui, par exemple, ferait une surcharge en glycogène et consommerait des glucides à l'effort. Eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau musculaire, il y a une enzyme qu'on appelle la PDHA, pour son petit nom abrévié, en fait. Et cette enzyme-là, elle permet d'utiliser les glucides ou elle est présente dans le cycle d'utilisation des glucides pour les transférer en ATP, donc les transformer en énergie. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une perte de l'activité de cette enzyme-là lorsqu'on respecte un régime faible en glucides pour une période là, même très, très courte de quelques semaines. Donc, le fait de réintroduire les glucides, si on est sur une diète cétogène, c'est que le corps a perdu sa capacité à utiliser de manière optimale les glucides. Donc, ce n'est pas nécessairement intéressant pour la performance. Alors que l'approche peut-être plus où on périodise les apports en glucides permet de garder à la fois les adaptations à utiliser les glucides à l'effort et permet de stimuler certaines adaptations liées à la diète là, plus riche en lipides. Donc, ce serait peut-être plus intéressant d'aller avec ce modèle. Donc, je crois que ça fait le tour des questions. J'espère que vous avez apprécié la petite présentation de ce soir. Et n'hésitez pas, si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez passer aussi par ma page Facebook. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Donc, sur ce, moi, je vous souhaite une belle fin de soirée et au plaisir.